démarrons bien sûr cette journée avec, on le disait, un point de vue plutôt macro. On va parler de ce contexte géopolitique, économique et sociologique avec justement notre premier invité, économiste, directeur du cabinet Aster. Notre invité est auteur de plusieurs ouvrages dont le dernier a pour titre Civilisation de la peur, pourquoi et comment garder confiance dans l'avenir. Je vous invite justement à l'accueillir ici sur scène, mesdames, messieurs. Il s'agit de monsieur Nicolas Bouzou. Comment allez-vous? C'est bien. Alors, il y a quelques années, j'avais été très frappé par une interview de Jeff Bezos dans laquelle, en fait, on lui posait « Mais selon vous, qu'est-ce qui va le plus changer à l'avenir ?» Et sa réponse, c'était de dire « Tout va changer, énormément de choses vont changer. » Et il est sans doute beaucoup plus utile de prendre le problème différemment. C'est-à-dire que dans une période où on a l'impression que beaucoup de choses changent, il faut plutôt se demander ce dont on est absolument sûr. Et lui prenait un exemple que je trouve parfaitement éclairant. Il disait, dans le domaine du commerce en ligne, je suis absolument certain que les consommateurs voudront toujours des prix bas. Et je suis absolument certain qu'ils voudront toujours être livrés le plus vite possible. Et c'est sur ces deux certitudes qu'il a construit Amazon. Et je trouve que c'est toujours très intéressant. Alors moi, en plus, j'aime bien écouter les gens qui ont eu beaucoup de succès. Alors je sais qu'il y a tout un tas une prolifération de livres sur les vertus de l'échec, il faut échouer pour etc. Mais je pense que c'est aussi bien d'écouter les gens qui n'échouent pas trop et qui ont du succès. Enfin, en tout cas, moi, je trouve ça sans doute plus fécond. Et alors, j'utilise cette méthode de Jeff Bezos pour vous faire part de 3 ou 4 choses dont on est absolument certain pour ces prochaines années. Quelles que soient les évolutions d'ordre politique, j'en dirai évidemment forcément un mot tout à l'heure, mais on a quand même un certain nombre de certitudes sur lesquelles on peut s'appuyer quand on réfléchit, comme le suggérait Guillaume Sarkozy, à la façon dont l'entreprise doit s'adapter. Alors la première chose qui est absolument certaine, c'est que pour encore longtemps, la géopolitique va dominer l'économie. Ce qui est quelque chose de complètement nouveau, en tout cas pour nous, puisque au fond, le grand cycle qui s'est ouvert avec la chute du mur de Berlin en 1989, qui était, pourrait-on dire, le cycle de la mondialisation heureuse, c'est-à-dire un cycle où l'économie était plus forte que la géopolitique, les intérêts économiques étaient plus forts que les tensions géopolitiques. Quand vous aviez 2 pays qui s'entendaient pas bien, prenons la Chine et le Japon par exemple, l'intensification de leurs relations commerciales, l'intensification de leurs relations financières, l'intensification parfois même des coopérations industrielles permettait de garder les tensions géopolitiques à des niveaux qui étaient relativement maîtrisables. Malheureusement, ce cycle s'est refermé en 2022 en raison, mais ça tout le monde l'a en tête, donc je ne reviens pas là-dessus, mais de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. En raison aussi, et ça a été beaucoup moins souligné, mais ça me semble absolument fondamental, du 20e congrès du Parti communiste chinois qui a signifié la fin de la grande période d'ouverture économique de l'économie chinoise qui avait commencé à la toute fin des années 70, début des années 80, sous Deng Xiaoping. Cette période d'ouverture à laquelle le président Xi Jinping a mis fin, considérant que ce développement de la Chine, et en particulier la constitution d'acteurs géants dans le domaine d'Internet, donc les Alibaba, Baidu, Tencent, etc., ces entreprises, finalement, étaient suffisamment puissantes pour menacer l'hégémonie du Parti communiste. Et donc, très clairement, la Chine, aujourd'hui, est redevenue un pays très interventionniste, qui a d'ailleurs perdu énormément d'attractivité, puisque, et ça c'est absolument fondamental d'avoir ça en tête, depuis cette année, les investissements directs chinois sont négatifs. Très concrètement, ça veut dire que vous avez plus d'entreprises qui sortent les investissements de Chine que d'entreprises qui amènent des investissements en Chine. Et ça, évidemment, ça ne s'était pas produit depuis une quarantaine d'années. Et le dernier point absolument fondamental pour comprendre ce qui s'est joué en 2022, c'est, juste avant d'ailleurs ce 20e congrès du Parti communiste, le fait que l'administration Biden décide de limiter les exportations de semi-conducteurs
à la Chine pour certains usages, et notamment pour les usages de l'intelligence artificielle. Et ça, c'est fondamental aussi de bien comprendre ça, parce que c'est une illustration concrète de ce que je vous disais, à savoir que l'économie devient soumise à la géopolitique, puisque c'était dans l'intérêt économique des États-Unis, évidemment, d'exporter leurs semi-conducteurs à la Chine, mais pour des raisons qui sont liées à la compétition entre ces deux puissances, à l'idée que les États-Unis se font de leur rang, au danger aussi du fait que la Chine puisse par exemple envahir Taïwan, les États-Unis ont décidé de prendre cette décision extrêmement forte. Et ce que je dis là n'est pas théorique pour les entreprises. Là encore, je reviens sur la notion d'adaptation de l'entreprise, parce que l'économie, c'est le domaine des intérêts. Alors c'est compliqué, c'est pas toujours rationnel, mais grosso modo quand même, les salariés veulent des salaires, les consommateurs veulent des prix bas, les actionnaires veulent des dividendes, l'État veut des recettes fiscales. On voit quand même bien les intérêts des uns et des autres. La géopolitique est du domaine des passions, relève des passions, et aujourd'hui la passion dominante, c'est la passion malheureusement anti-occidentale, qui est basée sur le ressentiment. Et donc, une économie soumise à la géopolitique, elle-même soumise à des passions, est par définition une économie qui est très instable. Du jour au lendemain, vous pouvez vous retrouver coupé pour des raisons géopolitiques, qu'il s'agisse de sourcing ou de distribution d'un pays. C'est ce qui est arrivé avec la Russie, pas du jour au lendemain, mais enfin en quelques semaines, en quelques mois, c'est ce qui est arrivé en 2022 et en 2023. La deuxième certitude, et c'est l'un des gros sujets de votre journée de travail, c'est le fait que l'intelligence artificielle va changer les façons de travailler pour tout le monde. Et ça, c'est absolument fondamental de bien comprendre ça. On a de premières études qui portent sur l'intelligence artificielle, et en particulier sur l'intelligence artificielle dite générative, donc celle qu'on a dans nos smartphones avec ChatGPT. Et les premières études dont on dispose montrent qu'on a déjà, dans un pays comme la France, 20-25% des salariés qui utilisent l'intelligence artificielle générative. Mais sans doute pas très bien. Et pour le dire très brutalement, mais on est ici pour se dire les choses, je pense qu'un énorme défi vient du fait que les salariés sur ce sujet sont en avance sur les entreprises et sur leur management. C'est-à-dire que les salariés l'utilisent, bien ou pas bien, mais les entreprises n'ont pas encore suffisamment réfléchi à la façon dont les salariés peuvent l'utiliser pour l'entreprise. Et un point qui est vraiment à comprendre, c'est qu'il ne faut pas trop écouter, vous savez, toutes les banques d'affaires là, qui vous font à chaque fois qu'il y a une innovation technologique, de toute façon, qui font le même type d'études sur tant de jobs vont être remplacés par l'IA. Alors on entend tout un tas de chiffres, 200 millions d'emplois, 300 millions d'emplois, 400 millions d'emplois, peu importe. On n'en sait rien, on ne sait pas encore quels sont les usages, donc on n'en sait rien. Mais quand vous regardez un peu l'histoire de l'innovation, c'est très rare, ça peut arriver, je ne dis pas que ça n'arrivera pas, mais c'est quand même assez rare que des métiers disparaissent complètement. Parce qu'un métier, c'est rarement monotâche. Qu'est-ce que vous avez fait depuis le début de la semaine ? Vous avez fait énormément de choses. En fait, vous êtes des coordinateurs, vous occupez des ressources humaines. Ça englobe un nombre de tâches extrêmement large. Donc l'IA, sous sa forme actuelle, a du mal à s'attaquer à ça. Elle peut supprimer des tâches, ça c'est clair, mais à ce stade, elle a encore beaucoup de mal à remplacer véritablement des métiers. Donc le sujet, c'est pas quels sont les métiers qui vont disparaître. Le sujet, me semble-t-il, c'est comment tout le monde va utiliser l'IA dans l'entreprise. En fait, c'est ça le véritable sujet, qui est un sujet plus concret, plus difficile. Est-ce que... Je prends un domaine dans lequel il y a eu beaucoup d'études. Toutes les études montrent que l'IA, par exemple, en diagnostic, en prescription, est supérieure aux médecins, très clairement. Est-ce que ça veut dire que les médecins vont disparaître ? Non. Ça veut dire que les médecins, aujourd'hui, ne sont pas très bons et qu'ils ne savent pas utiliser l'IA. Et donc, le sujet, c'est comment ils se saisissent de l'outil pour devenir meilleurs. Donc ça, c'est vraiment un sujet très concret, et c'est un sujet d'aujourd'hui, parce que, je le redis, les salariés vont plus vite que leur management sur ce type de sujet. Troisième chose qui est absolument certaine, quel que soit le résultat des élections dimanche,
c'est que l'âge médian de la population française était de 35 ans en 1950 et qu'il est de 44 ans aujourd'hui. Vous avez 18 millions de nos concitoyens qui ont plus de 65 ans, et la classe d'âge dont les effectifs vont le plus augmenter ces prochaines années, c'est la classe d'âge 75-85 ans, dont les effectifs vont augmenter de 50% d'ici 2030. Ça, c'est absolument certain. C'est exactement le même sujet dans tous les pays développés, et même dans des pays émergents comme la Chine, la Russie, etc. Tous, quasiment, ont ce problème en dehors des pays d'Afrique subsaharienne. Ça veut dire deux choses. Alors, pour vous, DRH, ça veut dire que le sujet difficile de comment on fait travailler des gens qui ont 24 ans et des gens qui ont 65 ans ensemble, le sujet est devant nous. Mais c'est pas facile hein, comme sujet. Mais il est vraiment devant nous. D'ailleurs, dans les moments assez amusants du débat d'avant-hier, il y avait le fait que ceux qui ont dans leur programme la retraite à 60 ans ou à 62 ans étaient d'accord pour dire qu'il y avait des gens qui allaient travailler jusqu'à 66 ans. Alors c'était pas super clair hein, ce moment du débat, mais enfin, on a bien compris quand même que même ceux qui racontent n'importe quoi sur les retraites ont quand même des éclairs de lucidité en disant qu'il y a des gens qui vont travailler jusqu'à 66 ans. Quand même. Le rapport du Conseil d'orientation des retraites qui est paru il y a 10 jours nous explique que le problème de la réforme de l'année dernière, c'est qu'elle n'est pas allée assez loin et que l'âge moyen de départ en retraite qui équilibre le système, il est de 66 ans justement. Donc de toute façon, on sait, alors ce ne sera pas vrai pour tout le monde, mais on sait que d'une façon ou d'une autre, on va dans cette direction. Et ça, évidemment, c'est un sujet absolument majeur pour les entreprises en tant que ressources humaines, que responsables de ressources humaines, mais aussi en tant qu'entreprises qui doivent aller générer du chiffre d'affaires. Parce que ça veut dire qu'il faut bien comprendre que quand on s'adresse aujourd'hui à un public, par exemple dans les médias, quand vous parlez dans les médias, vous vous adressez à des gens qui ont tous des cheveux blancs. Une émission comme C'est dans l'air, même y compris la rediffusion de 22h30, l'âge médian c'est 65 ans. C'est pas parce que C'est dans l'air est une émission pour les seniors, hein, pas du tout. Hein. Une émission d'actualité, tout ce qu'il y a de plus classique. C'est parce que la population française est comme ça. Ça veut dire que si vous voulez parler aux jeunes, il faut avoir un mode d'expression et des canaux de communication qui sont destinés aux jeunes. Les jeunes sont devenus une niche. Donc les jeunes sont aux entreprises ce que les vieux étaient aux entreprises il y a 40 ans. Et ça aussi, à mon avis, un changement qui n'est pas encore très clair dans la tête de tout le monde. La quatrième certitude, là aussi, les deux présidents du Cercle Humania en ont parlé, c'est le fait qu'on doit décarboner nos économies, on a commencé à le faire d'ailleurs, mais on doit aussi s'adapter au réchauffement climatique puisqu'il a commencé malheureusement. Donc, bien évidemment, on doit décarboner nos processus de production, ça je crois que tout le monde l'a en tête et quasiment tout le monde a commencé à le faire, mais on doit aussi s'adapter à un contexte qui sera un contexte avec plus de sinistralité dans le domaine, ce que vous voulez, des incendies, des catastrophes naturelles, voilà. On doit apprendre à gérer l'eau, on doit apprendre à construire des bâtiments qui sont à l'ombre, on doit apprendre à planter des arbres dans les villes. Donc toute cette notion de l'adaptation, en fait, elle est encore très peu présente dans notre débat public et pourtant, bien évidemment, elle exige des compétences qui sont des compétences particulières et qui s'imposent à tout le monde. Personne, quel que soit le secteur, alors évidemment, si vous êtes constructeur automobile, c'est plus compliqué, il y a plus d'urgence, mais en réalité, personne n'échappe à ce mouvement de fond, et notamment la question de l'adaptation, parce que le réchauffement a déjà commencé. Donc il ne suffit pas de lutter contre ça, puisque le phénomène est déjà là, il faut lutter contre ça, mais aussi s'adapter. Et puis mon dernier point, la dernière chose dont je suis absolument certain, c'est que après la soirée de dimanche, mais ce sera vrai aussi après le 7 juillet, nous aurons une dette publique élevée.
parce que ce sujet des finances publiques n'a jamais été pris au sérieux par la France, jamais, ni par ce gouvernement-là, ni par les gouvernements précédents. Et donc, nous nous trouvons aujourd'hui dans une situation très nouvelle où, là encore, d'une façon ou d'une autre, il serait raisonnable de soigner notre addiction à la dépense publique. Parce que c'est vraiment ça le mal de l'économie française, en fait. C'est une addiction à la dépense publique dont on n'arrive pas à sortir. J'observe d'ailleurs avec un certain intérêt que ceux qui critiquent à juste titre la gestion financière de ces 7 dernières années en matière de finances publiques proposent de faire pire. Puisque les uns nous proposent, dans le pays au monde qui a la dépense la plus élevée, la dépense publique la plus élevée rapportée au PIB, dans le monde entier, et c'est vrai aussi pour les prélèvements obligatoires, ils nous proposent 100 milliards et les autres, pris dans leur folie absolument délirante, proposent 250, 300 milliards. Ils ne savent pas eux-mêmes parce qu'ils ont complètement lâché les vannes et coupé tout lien avec la réalité. Évidemment, ça va créer beaucoup de désillusions, ça va créer énormément de problèmes, et ça veut dire, pour les entreprises, qu'il faut revenir à des idées simples. La seule chose qui va vraiment pouvoir nous sauver ces prochaines années et nous permettre de progresser dans les entreprises, c'est le travail et l'intelligence. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a absolument rien d'autre. Et donc, il faut qu'on trouve le moyen de remotiver nos collaborateurs. Alors, motiver, ça vient de movere, ça veut dire aller quelque part. Donc, il faut donner une direction. Donc, il faut remotiver les collaborateurs. Je ne crois pas qu'il y ait une crise du travail dans le pays. Je crois qu'il y a une crise du sens du travail, ce qui est un peu différent. Mais il y a des gens qui ne veulent pas travailler, mais il y a aussi beaucoup de gens qui veulent travailler. Mais ils veulent être motivés, c'est normal. Ils veulent être payés, ça c'est complètement normal. Les gens qui bossent, il faut qu'ils soient bien payés. Ça. On peut pas dire, moi j'ai soutenu la réforme des retraites, on ne peut pas dire aux gens travaillez plus longtemps, mais de l'autre le travail ne paie pas. Ça c'est absolument incompatible. Donc les gens, il faut les payer correctement, évidemment. Il y a une crise de la valorisation du travail. Beaucoup de gens se trouvent pas valorisés dans leur... Et ça, je trouve que c'est un sujet très profond et c'est vraiment quelque chose qu'il faut entendre. Beaucoup de gens se considèrent méprisés par leur manager ou même pas considérés, pas forcément mal considérés, mais pas suffisamment considérés. Et je suis absolument persuadé qu'il y a peut-être une crise de la valorisation financière du travail, mais il y a aussi une crise de la valorisation non financière du travail qui est peut-être, pardonnez-moi de vous le dire, mais un job que les entreprises ont mal fait ces dernières années, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est très profondément ancré dans la société. Voilà, dans le temps imparti, ce dont je suis absolument sûr. Je suis sûr aussi qu'il ne faut pas voter dimanche pour ceux qui veulent détruire notre économie. Voilà. Merci à vous, Nicolas Bouzou. Vos applaudissements, s'il vous plaît, mesdames, messieurs. Je vais vous inviter, s'il vous plaît, à rester encore quelques instants ici à nos côtés, puisque nous allons tourner vers la salle. Et cette même salle qui a, j'en suis certain, quelques questions à vous poser, mesdames, messieurs. Nous vous invitons, si vous avez des questions, à les poser maintenant. Sinon, je désigne. Alors, on va faire tourner un micro. On va vous demander, s'il vous plaît, à notre hôtesse de vous avancer ici, au devant de la scène, avec une première question. Et je veux bien que vous vous présentiez, parce que je ne connais pas tout le monde. Bonjour, Laure Wagner, je suis la fondatrice du logiciel 1 km à pied. Et je voulais savoir si vous avez un avis sur les 3/4 de Français qui en fait ne travaillent pas avec un ordinateur, qui sont des employés de terrain, de l'hôtellerie, restauration, retail, BTP, les crèches, les EHPAD, on aura Corian tout à l'heure. Eux ne seront pas bousculés, enfin en tout cas leur métier, ceux qui mettent les chaises ici, qui ont fait à manger, voilà. Est-ce que vous avez un avis sur l'impact de l'IA là-dessus et est-ce que vraiment les fonctions vont se transformer? Bien sûr. Je pense qu'ils finiront quand même par être impactés par l'IA, et notamment, alors on n'y est pas encore, mais je pense qu'on y va assez vite, par l'hybridation entre l'IA et les robots. C'est notamment l'idée d'Elon Musk, mais pas que, vous savez, qui, dans le cadre de Tesla, veut mettre sur le marché un robot humanoïde à un prix qui sera entre 20 et 25 000 $. Et en fait, c'est l'hybridation de l'intelligence artificielle et de la robotique. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui peut nous aider dans beaucoup de métiers. Alors bien évidemment, il n'y a pas de substitution, a priori, entre
le robot et l'humain. Les deux sont parfaitement complémentaires. Je rappelle d'ailleurs que la technologie est pour l'humain quelque chose qui est parfaitement naturel. Donc on ne peut jamais opposer la technologie et l'humain, puisque le propre de l'humain, un philosophe espagnol que j'adore qui s'appelle Fernando Savater explique ça très bien, le propre de l'humain, c'est que l'évolution biologique lui a pas fait beaucoup de cadeaux, donc on n'a pas beaucoup d'ailes, on court pas vite, on n'a pas de dents qui nous permettent de tuer quelqu'un avec nos... Ah. Alors vraiment, il faut être motivé, mais enfin, bon, a priori, ça se fait pas beaucoup. Et donc, c'est la raison pour laquelle on est obligé d'avoir des avions, on est obligé d'avoir des voitures, on est obligé d'avoir des outils. Vous voyez, donc, la technologie est très naturelle pour nous. L'état de nature nous condamne à être des innovateurs. Et donc, je pense que si on a cette idée en tête, on imagine assez bien que Sophie Boissard en parlera tout à l'heure, elle est parfaitement bien placée pour expliquer tout ça, mais je prends son exemple parce qu'elle, justement, elle a une vision très, très moderne et, à mon avis, pas mal de coups d'avance sur son métier. Je ne peux pas parler pour elle, mais je ne pense pas qu'elle soit hostile à l'utilisation des technologies les plus en pointe, tout en conservant le caractère profondément humain du business dont elle s'occupe. Merci à vous, Nicolas Bouzou. On va peut-être en prendre une dernière question avec une très courte réponse pour poursuivre effectivement nos échanges, parce qu'on a beaucoup de choses à se raconter. Je parle trop, hein. Mais vous êtes là pour ça, justement. Ah. C'est la bonne nouvelle. Bonjour. Oui, bonjour, Laurent Joseph, compagnon de Cordège. Guillaume a commencé à lancer l'idée que la géopolitique était importante dans les enjeux RH. Je vois que vous avez pris le même pli également. Moi, je suis auditeur et intervenant à l'IHEDN. Qu'est-ce que vous pensez de l'idée de faire une promotion de DRH dans le parcours intelligence économique et stratégique de l'IHEDN? Écoute, alors je pense que c'est une formidable idée. Et d'ailleurs, je vois de plus en plus d'entreprises qui créent un poste de Geopolitical Risk Officer, enfin quelque chose de cet ordre-là. C'est-à-dire des gens dont le job, c'est justement de bien étudier et de prévenir, ou de mettre en place des stratégies d'adaptation à des risques géopolitiques. Et donc, je pense de toute façon qu'aujourd'hui, pour réussir dans une entreprise, la martingale, c'est de connaître son métier et d'être généraliste. Je pense que c'est les deux. Parce que quand vous êtes dans un monde où la géopolitique a tellement d'importance, où les technologies ont tellement d'importance, où la politique a tellement d'importance, vous êtes obligé d'avoir une vision du monde. Si vous voulez être bon, si vous voulez aller très loin, il faut avoir cette vision du monde. Et ça suggère en effet d'avoir des compétences, par exemple en matière géopolitique. Donc je ne peux qu'applaudir ce genre d'initiative si ça se fait. Sans rien trahir, je vous dis juste que le sujet, c'est la souveraineté des data RH et de la concentration d'offres d'emploi. Voilà, excellent. Avant moi, il y avait la DRSD et après moi, il y avait l'ANSSI. J'étais le seul civil de la formation. Donc je me dis que j'aimerais bien avoir beaucoup plus de DRH bien sûr. HEDN. Exactement. Eh bien, on prolongera cette discussion, bien sûr, durant cette pause networking. Merci infiniment, Nicolas Bouzou, pour votre intervention. Bonne journée. Et pour cette vision et pour cette intervention très éclairante. Nicolas, je suis désolé. Bien sûr, Guillaume, allez-y. Merci. J'avais quand même une question. Tu as parlé des salaires. Ouais. Il y a quelques années, le MEDEF avait sorti une étude de carte sur table montrant que le salaire brut avait augmenté plus que le PIB et le salaire net était resté très plat. C'est donc la protection sociale qui empêche les salaires d'évoluer. Comment la réformer? Alors, en deux mots, parce qu'on n'a pas le temps. Bien sûr. Non, mais en fait, l'un ne va pas sans l'autre. D'ailleurs, je suis un peu gêné d'entendre encore, là, dans le débat, tout un tas de propositions d'exonération de charges pour des augmentations de salaire, etc., sans que jamais on traite la contrepartie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire, pardon, mais vous ne pouvez pas dire, on va revenir sur la réforme qui a été faite l'année dernière et on va faire des exonérations de charges. Enfin, ce sont deux choses qui sont absolument contradictoires. Donc, je suis... Ce qu'on appelle le coin social, c'est la différence entre le salaire super brut, donc y compris les cotisations patronales, et le salaire net, c'est en France qu'il est le plus élevé de tous les pays de l'OCDE. Il n'y en a pas un autre. Donc si on considère que les salaires nets sont trop faibles, bah, il faut en effet continuer de faire ce qu'on a fait sur la question des retraites. Alors moi, je pense même qu'on peut aller beaucoup plus loin en développant des fonds de pension, par exemple. Moi, je suis très favorable à ça. Les 4,5 millions de fonctionnaires ont droit à un fonds de pension géré par les partenaires sociaux. Alors, ils sont contre pour nous, mais ils sont pour eux. Ben, c'est une injustice flagrante. Moi, je veux que les salariés du privé aient droit, comme les fonctionnaires, à des fonds de pension.
Bon, donc voilà, donc ça c'est des changements. Et puis il y a tout le domaine que tu connais bien mieux que moi de la santé, sur lequel, franchement, enfin, les gains d'efficacité potentiels, mais sont absolument monstrueux, non pas en dégradant la qualité du service, notamment dans l'hôpital, mais en l'augmentant. Franchement, je vais même terminer par une provocation abominable, mais ce qui manque à l'hôpital, c'est des consultants. Hein. Non, attendez, franchement, j'ai raconté ça plusieurs fois. Quand, par malheur, on doit faire des séjours hospitaliers ou en famille, tu te dis, mais je te remets ça au carré en 2 jours. Hein. Voilà. Merci Nicolas Bouzou, merci à vous, merci de votre intervention, de votre participation à notre colloque du Cercle Humaniac.